Chose que vous, qui semble très évidente pour vous, que vous dites de façon aussi évidente, mais comment est-ce que vous expliquez que tout ce que vous venez de dire n'est pas compris par ou même les États-Unis ou la France vous voulez que je vous dise? Pourquoi? Vous voulez que je vous dise? Si les choses, monsieur le ministre, si les choses sont aussi évidentes comme vous êtes en train de le dire, pourquoi est-ce que vous pensez qu'on ne puisse pas comprendre cela? Vous voulez que je vous dise? Oui, allez-y. Vous voulez vraiment que je vous dise? Oui, allez-y. Bien. Je voudrais vous dire, et je voudrais que les Ivoiriens m'écoutent très bien. Nous sommes à la fin d'un système dont le film a été projeté tout récemment sur nos écrans. La France-Afrique. Un système à partir duquel la France maintient son hégémonie sur les États africains. Elle ne peut plus nous coloniser avec la manière qu'on connaissait, avec les méthodes qu'on connaissait. Aujourd'hui, elle essaie de donner un visage humain en parlant d'élection, mais toujours avec le même objectif: maintenir son hégémonie et exploiter les pays africains. Après le décès de Houphouët-Boigny, après le décès de Mobutu, après le décès de Yadema, après le décès de Bongo, la France-Afrique est en voie de disparition. La France essaie de maintenir ce système avec M. Wade, le président sénégalais, mais sa voix semble ne pas porter. Elle essaie avec le président Compaoré, ça semble ne pas marcher. Aujourd'hui, il faut reconstituer l'équipe, mais à partir d'un pays phare, où il faut installer une antenne qui peut entraîner les autres. Et Laurent Gbagbo est gênant dans ce système. Laurent Gbagbo était notre Patrice Lumumba, où on a voulu faire croire à Lumumba que l'indépendance qu'on donnait à la Belgique, qu'on donnait au Congo, était donc un cadeau du roi belge. Savez-vous que dans les documents, il est écrit que le Congo est une propriété du roi belge? C'est écrit noir sur blanc. Même mort, il lègue cette propriété-là à sa descendance. Aujourd'hui, ce n'est pas dit, mais regardez dans le pacte colonial, la Côte d'Ivoire est une propriété de la France. Alors, comment faire pour toujours avoir la même mise sur la Côte d'Ivoire et les autres pays africains, pour y installer la France-Afrique? Il leur faut une antenne à partir d'Abidjan. Gbagbo Laurent ne rentre pas dans cela. Parce que regardez, au Togo, c'est Yadema fils. Au Congo, c'est Kabila fils. Au Gabon, c'est Bongo fils. À Côte d'Ivoire, il n'y a pas de fils. C'est fils de qui on va installer en Côte d'Ivoire? Voilà le vrai débat. Sinon, mais les gens, ce n'est pas le visage de la Alassane Ouattara qui les intéresse. Hein. Ni le visage de M. Gbagbo. C'est leur manière de voir les choses. L'autre est favorable au système France-Afrique, l'autre y est opposé. Je voudrais vous dire, M. Lansini, que l'objectif c'est d'enlever M. Gbagbo au pouvoir par toutes les manières. Même si le président Youssouf Bagayoko, depuis la CEI, avait déclaré M. Gbagbo président, on aurait déclenché une autre crise à travers M. Choy. Parce qu'on vous dit toujours, M. Damana Pikas, membre de la CEI proche de Gbagbo. On ne dit jamais M. Yacouba Bamba, membre de la CEI proche de M. Ouattara. Ils étaient en train de nous amener à cela, pour dire que les résultats qui s'apprêtent à être annoncés étaient de faux résultats, parce que M. Youssouf Bagayoko était manipulé par M. Gbagbo. Je vais vous dire que nous sommes dans une révolution, où nous voulons clairement notre indépendance vraie. Mais ce hold-up électoral, ce traquenard électoral dans lequel on nous a mis, ça ne peut pas passer et ça ne passera pas. Quand on demandait ici le désarmement, c'est comme si on touchait une plaie. On nous a fait croire qu'on pourrait aller aux élections sans le désarmement. Je n'ai jamais vu ça quelque part. Mais si le président Gbagbo le refusait, on dirait qu'il ne veut pas aller aux élections. Voilà aujourd'hui que M. Diom Soro, parce qu'il veut être Premier ministre, il a utilisé ses hommes pour chasser tous les représentants du président Gbagbo, de tous les bureaux. Aujourd'hui, tout le monde fuit les zones. Et personne n'en parle. Des gens prennent les armes, ils sont installés à Bobo, ils incendient un immeuble où ils calcinent un soldat ivoirien. Personne n'en parle et les images existent. Pendant les élections, la terreur est sonnée par les hommes de M. Ouattara et de M. Soro, 3 jours avant les élections. Personne n'en parle. Et M. Choy vient s'asseoir tout bonnement pour réciter sa leçon. Savez-vous comment la conférence de presse de l'Union européenne a eu lieu? À l'hôtel Pullman. Ils avaient tous leurs bagages dans le hall, comme des petits voleurs. Et dès qu'ils ont fini, le même soir, les avions sont partis. Le désordre qui se met derrière, c'est ce que nous sommes en train de gérer. Actuellement, ils nous poussent à la guerre civile. Quand nous allons nous affronter, on dira, c'est un conflit entre Ivoiriens, alors ils vont prendre les ressortissants dans les avions, ils vont partir. Quand allons-nous prendre conscience
Quand allons-nous prendre conscience? Quand allons-nous prendre conscience pour comprendre que ce qu'ils sont en train de faire, ils font croire à M. Ouattara qu'il a gagné. Mais ils ont un schéma souterrain que personne ne connaît. Et le schéma là, il est simple. Exploiter la Côte d'Ivoire. Sinon, si vous pensez que notre pays n'est pas important dans votre système, mais laissez-nous en paix. Et laissez-nous avec nos règles que nous nous sommes fixées nous-mêmes. Ce même conseil constitutionnel là, c'est lui qui a permis à travers sa décision à M. Ouattara d'aller aux élections. M. Bédié pourrait dire qu'il ne reconnaît pas la décision du conseil constitutionnel. Puisque dès que le conseil constitutionnel a rendu les résultats définitifs, pendant que le président Bédié criait fraude, mais M. Ouattara pouvait dire qu'il ne va pas au second tour, parce qu'il ne reconnaît pas le conseil constitutionnel. Mais pourquoi a-t-il accepté les décisions de ce conseil constitutionnel qu'il combat aujourd'hui? Pourquoi a-t-il écrit une lettre où il a prêté serment dans un document qu'il a remis au conseil constitutionnel s'il ne reconnaît pas les décisions de ce conseil? Je veux dire, je suis bien d'accord qu'on n'aime pas M. Babo, sa femme l'aime, ses enfants l'aiment, ça suffit pour lui. Tout ce qu'on leur demande, c'est de respecter les règles de la Côte d'Ivoire. M. Charles Blé Goudé, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'un comité d'évaluation de la crise. Est-ce qu'aujourd'hui, en parlant de ce comité d'évaluation de la crise, on peut accepter l'idée d'un recomptage des voix dans les zones en cause pour une solution? M. Lassiné, moi... Est-ce que c'est envisageable le recomptage? Mais pourquoi le recomptage n'est pas envisageable? Le recomptage est envisageable. Mais au-delà du recomptage, les conditions même dans lesquelles les élections ont eu lieu et les conditions dans lesquelles les résultats obtenus qu'on veut compter là ont été obtenus. Est-ce que nous sommes d'accord qu'à Kourougo c'était la chasse à l'homme? Est-ce que nous sommes d'accord qu'à Ferke c'était la chasse à l'homme? Est-ce que nous sommes d'accord que dans les zones sous contrôle de M. Soro Dioum, le roi Dioum Soro, le premier ministre né de la Côte d'Ivoire, celui pour qui on doit détruire notre pays, est-ce que nous sommes d'accord que dans les zones que ces hommes contrôlaient, il n'y a pas eu d'élection et que tous les gens ont été chassés? D'abord, il faut préciser cela. Est-ce qu'en France, si dans une zone, les soldats français chassent les individus de leur bureau de vote et les empêchent d'exprimer leurs droits, est-ce que cela est acceptable? D'abord, ça c'est un point. Deuxièmement, nous recomptons les voix. Comment sommes-nous passés de 60% de taux de participation à 81% de taux de participation? Du coup, tous les observateurs en Côte d'Ivoire reconnaissaient que le taux de participation avait baissé. Et que dans les zones favorables au président Bédié, il y a eu un fort taux d'abstention. Est-ce que cela est ressorti dans les résultats? Le flottement de 11% de taux de participation, c'est quitté où? Il faut qu'on en parle. Les résultats dont M. Choy parle, où les a-t-il enlevés? D'autant que le président de la CEI lui-même, à peine avait-il prononcé les résultats hors délai et dans un hôtel, que M. Choy court pour certifier ces résultats. C'est de la mauvaise foi que je dénonce ici. Je voudrais interpeller le monde entier. S'il vous plaît, ne sèmez pas le bordel dans ce pays. Parce que vous avez un ami dont vous avez été le parrain de mariage et que vous voulez installer au pouvoir. Ne confondez pas vos relations personnelles avec les relations d'État en État. Je voudrais vraiment insister là-dessus. M. Charles Blé Goudé, je voudrais parler plus ou moins économie. On sait aujourd'hui que la CEDEAO demande à la BCEAO de ne reconnaître que la signature de M. Ouattara. C'est quelle base? Ben, je vous pose la question. La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La BCEAO s'est alignée? La BCEAO, c'est un instrument économique. Il faut éviter de, voyez-vous, inviter l'économie dans la politique. Mais ce serait difficile de voir la frontière entre les deux. Je voudrais vous dire qu'il y a des crises qui ont eu lieu dans tous les pays. Mais je n'ai jamais vu la BCEAO se comporter comme telle. Voyez-vous, les gens sont tellement omnibulés par l'idée de coincer le président Gbagbo qu'ils tombent bas et ils étalent vraiment leur bassesse. Ce que je voudrais vous dire, moi je n'ai pas peur pour mon pays. Parce que mon pays est un pays solide. On a le Ghana voisin qui a sa monnaie. Le Ghana n'est pas encore mort. Le Ghana vit. On a la Guinée qui a sa monnaie. On a le Nigeria qui a sa monnaie. La Mauritanie a quitté la zone franc. La Mauritanie vit. Et puis la Côte d'Ivoire, économiquement, est plus puissant que tous ces pays que je viens de citer. Je demande à nos économistes, à nos monétaristes de se mettre au travail dès maintenant. De réfléchir. Vous savez que les grandes crises révèlent les grandes intelligences. Les grandes crises révèlent les grandes intelligences et les grandes valeurs d'un pays.
Malheureusement, ce sont les médiocres qui provoquent ces crises-là. Et je voudrais donc dire à nos Vous êtes en train de penser à une monnaie de la Côte d'Ivoire? Je vais combattre monnaie. Dès maintenant, c'est un carrefour qui peut être considéré comme un carrefour hasardeux et dangereux, mais il faut qu'on passe par là. Il faut que nous passions par là et j'invite nos monétaristes maintenant à se mettre au travail. Économiquement, ce n'est pas ça.